Alors, on va d'abord définir ce que c'est qu'une polarisation, une surtension de l'électrode. Pour définir ça, on va prendre comme exemple un oxydant et un réducteur dans la solution qui interviennent dans une réaction électrochimique. Alors, la thermodynamique, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que pour qu'une réaction se fasse, il faut qu'elle soit thermodynamiquement possible. Et elle se fait toujours à l'équilibre. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'équilibre, il n'y a pas de courant qui passe en solution. D'accord? Donc, quand on est à l'équilibre, vous êtes en position thermodynamique et il n'y a pas de courant, mais ça ne veut pas dire que la réaction ne se fait pas. Ça veut dire que la réaction se fait dans les deux sens de manière équilibrée. C'est-à-dire que l'oxydant peut prendre un électron et donner des électrons et donner le réducteur, et le réducteur peut céder des électrons et donner l'oxydant. Et les deux courants s'équilibrent de manière à ce que le courant global soit nul. Et à l'équilibre, vous avez toujours un courant d'oxydation et un courant de réduction. Et comme le courant d'oxydation est positif et le courant de réduction est négatif, ils se compensent et la somme est égale à 0. Vous avez un courant global qui est nul, vous êtes à l'équilibre, mais l'oxydation et la réduction, elle se fait toujours dans les deux sens, mais de manière équilibrée. D'accord? Et quand vous êtes à l'équilibre, on peut exprimer un potentiel de l'électrode. D'accord? Et ce potentiel de l'électrode, il est défini par une relation que vous connaissez. C'est laquelle? C'est la loi de Nernst. Et donc, la loi de Nernst vous donne le potentiel thermodynamique d'un couple redox O et R, mais à l'équilibre. Quand vous n'êtes pas à l'équilibre, vous ne pouvez pas exprimer la loi de Nernst. Et une deuxième chose, c'est que la loi de Nernst, le potentiel donné par la loi de Nernst, il n'est bon que si les deux espèces, oxydant et réducteur, sont présents dans la solution. Vous avez compris? Si vous avez l'oxydant tout seul, la concentration du réducteur va être nulle. Et donc, la loi de Nernst n'a pas de sens. Et si vous avez le réducteur tout seul, la concentration de l'oxydant va être nulle. Et donc, la loi de Nernst n'a pas de sens. Et donc, pour avoir un potentiel qui est le potentiel thermodynamique donné par la loi de Nernst, il faut que l'oxydant et le réducteur soient tous les deux présents dans la solution. Chacun a une concentration définie. D'accord? Et le potentiel qu'on note, regardez le slide en bas, on le note E à I égale 0. Ça veut dire que vous êtes toujours à courant nul. Et ce E à I égale 0, il est égal à la loi de Nernst quand l'oxydant et le réducteur sont dans la solution. Mais vous avez toujours ce E à I égale 0. Il est toujours là, mais il ne peut pas être égal à la loi de Nernst si l'oxydant ou le réducteur ne sont pas présents dans la solution. C'est ce que je dis sur le slide suivant. Cela est vrai si les constituants chimiques sont suffisamment concentrés. Et ils sont bon, vous désactivez vos micros et celui qui veut parler, il active le micro après parce que sinon ça fait des échos et c'est désagréable, s'il vous plaît. Donc, c'est la ligne en haut. La loi de Nernst est vraie, c'est-à-dire que E à I égale 0 est égal au potentiel thermodynamique si les deux constituants sont présents dans la solution.
vous avez un cas contraire, c'est-à-dire que vous avez toujours le potentiel que vous mesurez, il est toujours à I égale 0, mais il est mal défini. Il n'est pas reproductible. Et je prends l'exemple, si vous prenez une électrode de platine que vous mettez dans H2SO4, H2SO4, ça donne quoi? Excusez-moi pour expliquer, il faut que je vais ouvrir le tableau blanc. Voilà. D'accord? Vous voyez le tableau blanc? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Et donc, je résume ce que j'ai dit. Vous avez E à I égale 0 est égal à ETH. Si l'oxydant, si O et R sont tous les deux présents dans la solution. Vous voyez l'écriture? Oui, monsieur. Oui, Vous voyez le texte? oui, monsieur. D'accord? Si tous les deux sont présents dans la solution. Et dans ce cas, E pH correspond à la loi de Nernst. Voilà. Par contre, E à I égale 0, vous notez, hein, vous écrivez, vous prenez des notes. Vous avez le polycope devant vous? Oui ou non? Oui, monsieur. Oui. Donc, vous complétez l'explication et vous complétez les trous que vous avez aussi. Donc, vous avez des trous à compléter. Si sur le PowerPoint, vous avez des choses qui manquent sur le polycope, vous les complétez. Si E à I égale 0, donc je disais I égale 0, il est différent de EPH si une des espèces O ou R n'est pas présente dans la solution. D'accord? Et je prends comme exemple, on a pris comme exemple, par exemple, je prends, alors je prends comme exemple, je vais faire un dessin qui ne va pas être beau, mais c'est toujours un dessin. Un bécher, parce que la souris n'aide pas à faire de beaux dessins, hein. Voilà. Voilà. Vous avez la solution et vous avez une électrode.
une électrode laquelle je mets une électrode de platine. Et dans la solution, vous avez l'oxydant et vous avez le réducteur. Alors. Ça ne marche pas. Quel est le potentiel qui va être indiqué ici? Hein? Vous avez une électrode de platine qui plonge dans une solution qui contient l'oxydant et le réducteur. Le potentiel que vous allez mesurer, c'est ETH du couple d'oxydant et de réducteur. Voilà, du couple OR. Très bien. Je vais prendre un autre exemple. Donc, je refais un autre bécher à côté. Voilà. Toujours la solution. Toujours une électrode de platine. Donc, je mets une électrode de platine. Et dans la solution, j'ai H2SO4. SO4. Alors, quel potentiel je vais avoir ici? Du platine. ET de couple H2SO4, HSO4. Non. Non, monsieur, non. H2SO4, Nous allons juste le réducteur. nous avons que le H plus ici. Parce que H2SO4, qu'est-ce qu'il va donner? H+. Les ions H+. Donner H plus. Très bien. Et H plus, ils ont besoin de quoi pour former un couple? SO4 H2. Ils ont besoin de H2, mais le H2 n'est pas présent. Donc, vous n'avez pas le couple redox complet. Oui, monsieur, écoute le couple oxydant-réduction, moi H2SO4, HSO4, moi. H2SO4, c'est un sel, c'est un acide. H2SO4 est un acide et son rôle est juste de donner des H plus dans la solution. Vous avez compris? نخص الكوبل الهيدروجين Il faut toujours raisonner en termes de couple redox. C'est le H plus qui va avec l'autre, l'oxydant H plus. H plus, c'est l'oxydant. Quel est le réducteur correspondant? H2O. H2. 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 Et donc, H2, on ne l'a pas. Le H2 qui est lié à H2SO4, ce sont des H+. D'accord? Donc, il faut un H2 sous forme de gaz. Et on ne l'a pas dans la solution. On est d'accord? Donc, dans la solution, vous n'avez que l'oxydant qui est H+. Vous n'avez pas le réducteur qui est H2. Et donc, le potentiel que vous allez mesurer, c'est quoi? Le potentiel de I égale à 0. Il y a un E égale à 0, qui n'a aucun sens. Est-ce que vous avez compris? Ça ne peut pas être le potentiel couple H plus H2 parce que je n'ai pas de H2 dans la solution. Et pourtant, vous êtes à I égale 0. Et même dans le cas précédent, c'est-à-dire quand vous avez l'oxydant et le réducteur, vous êtes toujours à EA égale 0, mais ce EA égale 0, c'est ETH. Voilà la différence. Il faut faire la différence entre les deux. C'est bon? C'est compris? Non, monsieur. Oui, monsieur. Dans le schéma, le premier schéma, on a une électrode de platine qui plonge
dans une solution qui contient l'oxydant et le réducteur et qui sont censés réagir selon, je vais l'écrire ici, O plus N électrons va donner R. Pardon, excusez-moi. Va donner le R. Dans les deux sens, hein, donc je ne peux pas l'écrire. Et si vous avez un couple redox ici, ça veut dire que le potentiel que vous mesurez ici, le potentiel à I égale 0 est égal à ETH. Ici, j'ai H+, il est censé réagir, je vais l'écrire ici, pardon. H+, comment il réagit ici? Allez. H+, il est censé gagner un électron. Un demi H2. Voilà. Un électron pour donner un demi de H2. Et je vais rallonger ça pour avoir, voilà. Il est où H2? Oh là là, il n'est pas assez rallongé, voilà. Donc, vous avez un couple redox H plus H2, mais je n'ai pas de H2 dans la solution. Et donc, je ne peux pas avoir un potentiel qui est égal au potentiel thermodynamique. Parce que ici, je peux écrire, dans ce cas-là, je peux écrire, et là, je vais vous la loi de Nernst, qui est ici, E égale, mais d'accord, vous la connaissez, la loi de Nernst, à E0 plus 0,06 log la concentration de l'oxydant sur la concentration du réducteur. Et je vais rallonger ça. Voilà. Et ici, si vous voulez l'écrire, vous ne pouvez pas l'écrire. Ici, vous ne pouvez pas l'écrire. E, il va être différent. Je ne sais pas comment faire le symbole différent. Je ne l'ai pas sur le... Bon, si, il est là, peut-être. Non, c'est pas ça. Voilà, il est différent de E0 plus 0,06 Sur N. Sur N. 1. 0,06 sur N. J'ai oublié un N ici, excusez-moi, oui, vous avez raison, ma fille. J'ai oublié un N ici, il faut le rajouter. Divisé par N. Et je rajoute une parenthèse. Et je rajoute une parenthèse aussi là aussi. Pour faciliter. Voilà. Je vais faire la parenthèse ici. Deux parenthèses. Donc ça va être plus long. Voilà. Et là aussi, ça va être 0 plus 0,06. Je reviens ici. Je rallonge. Là, le N, H plus un électron, le N est égal à 1. On est d'accord? Vous êtes d'accord? Logarithme de concentration de H plus sur divisé par, quand il s'agit d'un gaz, qu'est-ce qu'on met? Le volume. Concentration égale à 1. Pression, la pression de H2. Pression ديال H ديال pression 0. Pression de H2. D'accord? À la puissance 2 à la puissance N demi. 1,5. Très bien. La puissance est 1,5. H2 à la puissance. Bon, je ne peux pas mettre la puissance, mais rajoutez-la dans votre
D'accord? Puissance 1, 1,5. Donc, là, vous ne pouvez pas exprimer la loi de Nernst parce que vous n'avez pas de gaz pour parler de pression de H2. Et donc, comme la pression de H2 est égale à 0, donc le logarithme de l'infini, ça n'a pas de sens. Donc, le potentiel ne peut pas être le potentiel thermodynamique. Vous êtes d'accord? C'est clair maintenant? Oui, monsieur. Très bien. Et donc, je reviens au PowerPoint. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer dans ce paragraphe-là. Dans le cas contraire, la tension d'abandon E égale 0 est mal définie et peut reproduire. Pardon? Monsieur, on peut dire le pH égale à 2 fois 1 demi. pH? Quel pH? Non, la pression. C'est la Pression de pression, H2. c'est pas le pH, c'est la pression d'hydrogène, la pression de H2. Sauf que je ne peux pas écrire le début. Fois 1 demi. Pression de H2 à la puissance 1,5 parce que vous avez la réaction. Le H2, il est un facteur 1,5. Ah, D'accord? C'est basique ça. C'est basique ça, mon garçon. merci. D'accord? Et donc, si on fait passer un courant dans l'électrode, automatiquement, quand le courant passe, il y a une réaction électrochimique qui va se produire. On est d'accord? Et si la réaction électrochimique va se produire, donc, l'électrode va être polarisée. Vous savez ce que c'est que polariser? Ça veut dire que sa tension va changer. D'accord? Quand vous faites passer un courant dans l'électrode n'est plus à l'équilibre. Et donc, la tension de l'électrode va évoluer vers l'espèce qui va réagir. D'accord? Oui, monsieur. Très bien. Et donc, automatiquement, quand le potentiel va changer, parce que quand vous faites passer le courant dans l'électrode, on dit que l'électrode se polarise. Et cette polarisation notée pi, c'est E moins E à I égale 0. D'accord? Je vais changer de page. Nouvelle page. Et donc, polarisation. Ça veut dire que l'électrode est traversée par un courant électrique, bien sûr. Elle est donc sous tension. Donc, Monsieur, oui. monsieur, la polarisation que تكون spontanée. Non, c'est avec un générateur. On fait passer un courant, donc on impose le courant à l'électrode. احنا اللي كنشونجيو la tension. C'est nous qui le faisons, c'est nous qui provoquons la variation de la tension. Merci, monsieur. Bonne question, d'accord? Merci. La réaction, elle est spontanée quand il s'agit d'une pile. Parce que la pile, c'est la pile qui donne le courant. Et si la pile donne le courant, ça veut dire qu'il y a une réaction électrochimique à l'intérieur de la pile qui a généré des électrons. Oui. Voilà, donc c'est à l'intérieur de la pile, la réaction est spontanée. Quand on veut faire des essais nous-mêmes, on provoque la réaction, c'est-à-dire on doit lui envoyer de l'énergie, donc le courant. Bon, faites cette différence-là, c'est important. D'accord? J'ai compris.
Oui, merci, Donc, monsieur. l'électrode est traversée par un courant électrique, donc elle est sous tension. Et si elle est sous tension, ceci signifie que le potentiel de l'électrode va changer. D'accord? Le potentiel E de l'électrode va changer. La polarisation notée, alors je n'ai pas le symbole pi, mais je l'écris sous forme de pi. D'accord? Pardon. Pi, elle est égale au potentiel E moins le potentiel initial. I égale 0. D'accord? Quand vous polarisez l'électrode, vous changez son potentiel et ce changement de potentiel, c'est-à-dire la distance entre le potentiel que vous obtenez et le potentiel initial, ça s'appelle une polarisation. Ça, c'est d'une manière générale. D'accord? Oui, monsieur. Donc, je continue. Si le potentiel initial E I égale 0 est égal au potentiel thermodynamique, virgule, la polarisation I devient alors la surtension. Surtension que j'appelle surtension état. Point. Et état parce que je n'ai pas de symbole, pardon, état est égal à E moins ETH. D'accord? C'est ce que j'ai mis ici dans le PowerPoint. Vous avez pi égale à E moins I égale 0. Mais dans le cas où ce E à I égale 0 est égal à ETH, la polarisation devient la surtension. Vous avez compris la différence? Oui ou non? Non, monsieur. Non, Oui. monsieur. Vous n'avez pas Non, compris. Non, monsieur. Non, non. Allez, je reviens au tableau blanc et au schéma d'avant. D'accord? Si je prends le premier schéma, vous avez du platine dans il plonge dans une solution qui contient l'oxydant et le réducteur. Quel est le potentiel ici? Potentiel thermodynamique. Potentiel thermodynamique. Si je polarise l'électrode de platine, On a polarisation pi. Non. on a, La Surtension. on a la surtension. Par contre, si je suis ici dans le deuxième cas, Pi, la polarisation pi. j'aurai la polarisation parce que je n'ai pas E égale ETH. E égale 0 n'est pas ETH. Ça fait fonction? Oui, monsieur. Hein? Oui, monsieur. non, Non, oui ou non? non.
Non. Ben, vous avez deux schémas devant vous. Vous avez le schéma qui est à gauche. Vous avez une électrode de platine qui plonge dans une solution qui contient l'oxydant et le réducteur. Le potentiel affiché par l'électrode, c'est le potentiel thermodynamique. Ça, c'est clair, vous l'avez compris. Oui. Oui. Je polarise l'électrode, donc je l'emmène à un autre potentiel. Donc, elle est polarisée. Dans ce cas, la polarisation, c'est quoi? C'est E moins ETH, parce que je pars de ETH. On est d'accord? Oui, oui. Mais quand c'est E moins ETH, ce n'est pas la polarisation, c'est la surtension. Par contre, de l'autre côté, je n'ai pas E égale ETH. Mais quand je polarise l'électrode, la polarisation, ce sera E moins E à I égale 0. C'est assimilé? Oui ou non? Monsieur, Oui, monsieur. Dans le deuxième cas, je n'ai pas le potentiel à I égale 0 n'est pas égal au potentiel thermodynamique. Donc, j'écris E moins E égale 0. C'est la polarisation pi. Dans l'autre cas, j'écris E moins E égale 0 qui est ETH. Donc, la polarisation devient surtension. Quand E à I égale 0 est égal à ETH, la polarisation, ça s'appelle surtension. Quand E à I égale 0 est différent de ETH, c'est la polarisation de manière générale. C'est ce qu'on a écrit ici. L'électrode est traversée par un courant électrique, elle est donc sous tension. Ceci signifie que le potentiel E de l'électrode va changer. La polarisation notée pi est égale à E moins I égale 0, de manière générale. Mais quand dans la solution j'ai l'oxydant et le réducteur, c'est-à-dire E à I égale 0 est égal à ETH, ben le pi devient état, et c'est E moins ETH. C'est compris? Monsieur, ce n'était clair. Clair? C'est bon? C'est bon, monsieur. Allez, en avant. La tension E atteint souvent très rapidement une valeur constante pour une densité de courant donnée. C'est-à-dire que quand vous polarisez l'électrode, vous faites passer un courant, l'électrode va prendre une tension différente de E à I égale 0. D'accord? Et à ce moment-là, vous aurez quelque chose de constant. C'est ce qu'on appelle un état stationnaire. Un état stationnaire, c'est un état dans lequel tous les paramètres sont constants. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément à l'équilibre. Vous êtes à l'équilibre quand le courant est nul. Mais vous êtes à un état stationnaire quand le courant est constant, il est toujours le même, mais il n'est pas nul. D'accord? Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. D'accord. عافاك خويا محمد صافي كنت باغا غير يديزاكتيفي الميكرو حتى كيرجع لنا الصوت. Donc, j'ai dit, vous désactivez tous le micro, mais ceux qui veulent intervenir ou poser des questions, ils activent leur micro. Pour éviter les échos, désactivez vos micros et écoutez. Mais si vous voulez poser la question, celui qui veut poser la question, il active son micro, il parle. C'est bon? Allez, on avance. Donc, je disais, et là, peut-être que je vais ouvrir une page ici pour vous l'expliquer. La différence entre un état d'équilibre et un état
stationnaire. Voilà. Électrochimie. Un état équilibre correspond à un courant nul. Quand je dis courant, courant global. Nul. D'accord? Un état stationnaire. Tous les paramètres constants. Un état stationnaire correspond à bon, je prends un exemple, un courant constant et non nul, par exemple. D'accord? Il faut bien faire la différence. Bon? Donc, retenez bien ça. Un état stationnaire, c'est un état qui correspond à un courant constant, quel que soit le temps, d'accord, mais qui n'est pas nul. On va définir ce que c'est que la vitesse de la réaction électrochimique. La vitesse V d'une réaction électrochimique est proportionnelle à la vitesse de transfert d'électrons. Parce que quand on fait de la cinétique électrochimique, et qui dit cinétique, ça veut dire vitesse, en électrochimie, qu'est-ce qu'on maîtrise? On ne maîtrise pas les concentrations. D'accord? Parce qu'on maîtrise que le courant et le potentiel. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Oui, monsieur. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que si, quand j'écris la réaction O plus N électrons donne R, la vitesse par définition que vous connaissez, que vous avez vu en première année, la vitesse en cinétique, c'est la variation de la concentration de l'oxydant par rapport au temps. D'accord? Ça aussi, ça peut être aussi la vitesse de la concentration, la variation de la concentration du réducteur par rapport au temps. Mais on peut aussi l'exprimer à la variation du nombre d'électrons qui traversent l'électrode par rapport au temps. Et donc, la vitesse d'une manière générale, V, c'est moins, quand il s'agit des termes à gauche, parce qu'ils disparaissent, donc c'est moins dNi sur dt. Et quand il s'agit des termes à droite, parce qu'ils apparaissent, c'est dNi sur dt. D'accord? Ça, vous l'avez vu en première année. Et donc, si je veux l'exprimer par rapport aux électrons, comme il y a un coefficient stéchiométrique n, donc c'est moins 1 sur n, d de nombre d'électrons sur dt. D'accord? Et comme, quelle est la relation entre nombre d'électrons et quantité d'électricité? La quantité d'électricité, c'est le Faraday fois le nombre d'électrons. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça ou vous ne connaissez pas ça? Ah, ça vous échappe. Allez, on va faire une petite explication. D'accord? Quand j'ai pas d'écho, ça veut dire que vous êtes perdu. Quand vous écrivez O plus
N électrons, il donne R. Alors, si je consomme une mole de eau, qu'est-ce qui va avec comme nombre d'électrons? N mol d'électrons. Hein? Mais une mole d'électrons, c'est combien? On sait la mesurer. Oui. Je vais prendre un autre exemple pour que vous compreniez. Je vais mettre Fe 3+, d'accord? Pour être plus clair, plus un électron, il va me donner Fe de plus. Ça, vous connaissez ça, d'accord? D'accord? Donc, quand je fais la réaction, je consomme des fer 3+. On est d'accord? Oui, Hein? monsieur. Alors, Oui, monsieur. si je consomme une mole de Fe3+. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh non. Voilà. Je sors de ce labyrinthe et je fais ça. Voilà. Si je consomme une mole de Fe3+, combien je consomme d'électrons? Une mole d'électrons. Ça fait combien une mole d'électrons? Ah. On a besoin d'une mole d'électrons. C'est bien dit. C'est très bien. Mais combien une mole d'électrons? Elle est égale à combien? En quantité d'électricité. 3. Q fois F. Q fois F. Hein? Q fois F. Non, c'est pas Q fois F. C'est égal à 1 Faraday. Ah, oui, monsieur. Un Faraday. Oh. Et le Faraday est égal? 1,09. Non. Le nombre d'Avogadro fois E. Ouais, ça fait combien? Je sais pas. 96 500. Oui. Bon. Oui, oui. Ouais? On est d'accord? Oui, monsieur. Claire? Oui, Mais monsieur, oui. maintenant, si je consomme N mol de Fe3+, combien j'ai besoin de nombre d'électrons? N fois F. N fois F. NF. N fois F. Là, vous avez compris, c'est très bien. Et donc, je reviens ici. C'est-à-dire que quand vous mettez en jeu N électrons, si je le ramène au nombre de moles, ce sera bien 1 sur N fois F. D'accord? Ce sera une quantité d'électricité, et la quantité d'électricité, c'est le Faraday fois le nombre d'électrons. D'accord? Quand le nombre d'électrons est égal à 1, vous avez un Faraday. Et donc, vous consommez une mole d'espèce, d'oxydant. Et si le N, il est peut-être supérieur à, peu importe, mais si vous consommez N mol de l'oxydant, vous aurez 1 sur N, de toute façon, Faraday. D'accord? De toute façon, la relation entre la quantité d'électricité et le nombre d'électrons, c'est le N fois le Faraday. On est d'accord? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Et si vous remplacez DNE par son expression, ce sera dQ sur F. C'est ce que j'ai introduit ici. On est d'accord?
Et DNI, c'est le nombre de moles réagissant par unité de surface à l'électrode pendant le temps d'été. Et le DNE, c'est le nombre d'électrongrammes, c'est ce qu'on appelle le mole d'électron aussi, c'est la même chose, ayant participé à l'électrode pendant le temps d'été par unité de surface de l'électrode. Et bien sûr, ce DNE sur DT, il est proportionnel au courant que vous faites passer dans l'électrode. Il est proportionnel à la densité de courant. D'accord? Et là, je reviens pour préciser une chose, parce qu'on parle de courant et de densité de courant. Donc, on passe à la troisième page. Il faut toujours, tout de suite, il faut le préciser, c'est que quand c'est petit i, c'est la densité de courant. La densité de courant, c'est l'unité. Ampère. La densité de courant, c'est des ampères par centimètre carré. Pardon. Par centimètre. On parle de densité, c'est le courant par rapport à l'unité de surface. Et le noter petit i. Et quand vous trouvez grand I, majuscule, L'ampère. c'est le courant. Et celui-là, il est en ampères. Et la relation entre les deux, c'est que tout simplement, petit i est égal à grand I sur S. Voilà. Donc, petit i, c'est la densité de courant et grand I, c'est le courant. Et des fois, quand vous entendez I ou densité de courant, il faut faire attention à l'unité. Si c'est des ampères par unité de surface, c'est une densité. Si c'est des ampères, c'est un courant. Il faut que ça rentre dans la tête tout de suite. D'accord? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Allez, Oui, monsieur. on revient au PowerPoint. Monsieur, Oui, عارفة هذيك لا فيتيس امتى ما غتكونش فيها هذيك السين موا غيكون فيها مثلا بلوس فاش نكون خدام على الريديكتور هنا هي فين؟ هذه في ليكسبريسيون ديال في ايكال موا وي La vitesse Moi. abscisse sur l'écriture en première année. La vitesse, parce que là, si je veux l'exprimer par rapport à l'Occident, sa concentration diminue parce que je le Moins. concentre. Donc, c'est moins. Oui. Et si vous l'exprimez Et par la- rapport au réducteur, ce sera plus. دير بلوس وي Voilà. بغيت غير نتأكد D'accord? ميرسي وي Très مسيو bien. D'accord? Alors, là, par convention, le courant correspondant à une oxydation. Quand il s'agit d'une réaction d'oxydation, le courant est toujours positif. C'est-à-dire que des électrons sont extraits de l'électrolyte par l'électrode et il est compté positivement. Et quand il s'agit d'une réaction de réduction, c'est-à-dire que les électrons sont injectés dans l'électrolyte, le courant de réduction, il est négatif. Donc, la vitesse d'oxydation, c'est toujours moins la vitesse de réduction et c'est I sur NF. Donc, regardez, vous mesurez une vitesse, ça revient à mesurer un courant en électrochimie. Et le coefficient de proportionnalité, c'est le Faraday multiplié par le nombre d'électrons. D'accord? Parce qu'en électrochimie, il est plus simple de mesurer un courant avec un ampère-mètre que d'aller analyser les concentrations qui disparaissent, les concentrations d'oxydants ou de réducteurs. D'accord? Et donc, quand vous allez faire de l'électrochimie, c'est-à-dire que vous allez manipuler le potentiel et manipuler le courant, et donc c'est à travers ce potentiel et ce courant que vous allez avoir une courbe, et cette courbe-là va vous renseigner sur la vitesse de la réaction en question. Et cette courbe-là, donc c'est le deuxième paragraphe, c'est ce qu'on appelle une courbe de polarisation. Donc, toujours, quand on fait des essais électrochimiques, on veut mesurer la vitesse d'une réaction, on passe par le tracé d'une courbe de polarisation. Et c'est quoi cette courbe de polarisation? Donc, je lis le paragraphe.
Le but de la cinétique électrochimique est l'étude de la vitesse d'une réaction V, donc de la densité de courant I, en fonction des différents paramètres qui peuvent influer sur elle. Donc, on mesure une vitesse à travers le courant. Un renseignement sur le courant va me donner un renseignement sur la vitesse de la réaction. Bien sûr, il y a des paramètres qui vont influencer le courant. D'accord? Et le plus important de ces paramètres, c'est la tension de l'électrode. Vous voyez, vous avez un courant qui passe à l'électrode. Pour que le courant passe, il faut un potentiel. Et c'est le potentiel qui va vous donner plus de courant ou moins de courant. C'est-à-dire, c'est de l'énergie. D'accord? Vous avez toujours la fameuse relation delta G égale moins NF fois E. On est d'accord? Vous la connaissez celle-là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. C'est la thermodynamique delta G. Donc, delta G, c'est de l'énergie. Et le E, c'est le potentiel. Et là, vous voyez, pour faire une réaction, on fournit de l'énergie à travers un potentiel en électrochimie. C'est bon? Allez, on avance. Donc, on sera donc renseigné, donc on va avoir des renseignements sur la vitesse d'une réaction électrochimique en étudiant la variation de la densité de courant ou bien du courant, c'est la même chose, en fonction de la tension ou bien l'inverse. C'est-à-dire, on peut tracer E en fonction de I ou bien I en fonction de E. Et les deux, ça s'appelle une courbe de polarisation. C'est la courbe de polarisation qui correspond à une réaction électrochimique bien donnée. Et chaque réaction électrochimique a sa propre courbe de polarisation. Et donc, en pratique, on trace en général E en fonction de I, en portant en abscisse les tensions et en ordonnée les densités de courant. Des fois, on trouve l'inverse. On trace en ordonnée I et en abscisse, on trace E. Et c'est la même chose. D'accord? On peut avoir E en fonction de I ou bien I en fonction de E. Ça s'appelle une courbe de polarisation. On va revenir dans les chapitres suivants après et vous allez comprendre ce que c'est qu'une courbe de polarisation. Alors, comment on trace ces courbes de polarisation? Pratiquement, comment on fait pour avoir cette courbe de polarisation? Le tracé des courbes de polarisation est une opération délicate. Parce que en électrochimie, c'est un peu spécial parce que vous avez une solution qui est un liquide, vous avez des électrodes qui est un solide, et vous avez un générateur qui va imposer le courant et la tension. Et donc, vous êtes à cheval entre la solution qui est la chimie et entre le générateur et les électrodes qui est de la physique. Parce que vous mesurez un potentiel et un courant. Et donc, c'est pas aussi évident parce que vous êtes ce qu'on appelle ici, vous faites de la cinétique électrochimique. Et la cinétique électrochimique, c'est une cinétique homogène ou hétérogène? Et là, tu m'as dit de la cinétique. S'agit-il d'une cinétique homogène ou hétérogène? Hein? Je vous écoute. Je n'entends personne. Vous m'entendez au moins? Monsieur, Oui, monsieur. Oui. il y a monsieur la courbe de surtension, monsieur. Là, La courbe de surtension. la courbe de surtension ou la courbe de polarisation, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand vous avez à E égale 0, vous avez ETH, et vous tracez la courbe à partir de ce potentiel, ça s'appelle courbe de surtension. Et quand vous la tracez à partir de E égale 0, qui n'est pas ETH, c'est courbe de polarisation. Mais ça revient au même. C'est la même signification. Sauf que le point de départ n'est pas le même. D'accord? D'accord. On dit courbe de surtension ou courbe de polarisation, ça dépend tout simplement du point de départ pour faire votre tracé. Si vous partez de ETH, courbe de surtension. Si vous partez de E égale 0, courbe de polarisation. Mais c'est toujours I en fonction de E ou E en fonction de I.
D'accord? Alors maintenant, j'ai posé une question et personne ne m'a répondu. La cinétique ici, est-ce que c'est une cinétique homogène ou hétérogène? Monsieur, on n'a pas fait la cinétique chimique. Juste en S5, on va traiter la cinétique. Oh, quand est-ce que vous avez parlé de cinétique, hein? Une réaction de premier ordre, deuxième ordre, vous l'avez fait en première année. Monsieur hétérogène. Pourquoi c'est hétérogène? Hein? Cinétique homogène. Il faut faire la distinction. C'est important de faire la distinguo. Hein? D'accord? Cinétique homogène, ça veut dire on est en présence d'une seule phase dans la solution. C'est-à-dire que si vous êtes en milieu aqueux, vous mélangez les espèces dans la solution et vous ne voyez que l'eau. D'accord? C'est-à-dire que vous avez des anions, des cations, et ce que vous voulez, des molécules, mais vous ne les voyez pas, vous avez une seule phase qui est homogène. Ah oui, monsieur, oui, monsieur. Oui. C'est ça, vous faites de la cinétique homogène, c'est-à-dire c'est dans une solution où vous avez une seule phase. Vous avez compris? Oui, monsieur, c'est clair, c'est clair. C'est clair? Oui, monsieur. Bon. Allez. Et la cinétique hétérogène? Présence de plusieurs phases dans la solution. Cinétique hétérogène. On est... Allons. Moi, je ne vais pas rentrer. Cinétique hétérogène. Qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas écrire. Monsieur, il y a plusieurs états homogènes. Hein? Il y a plusieurs états homogènes. On travaille ensemble. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. C'est hétérogène qu'on travaille. Attendez, Présence. il ne veut pas écrire, je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas écrire. Alors, voilà. Allez, on va aller autrement. On est en présence. La présence des phases, plusieurs phases dans On est en présence d'au moins deux. phases. Alors, on a ici en électrochimique, on est dans les conditions homogènes ou hétérogènes? Homogène. Oh! On vient de dire qu'on est en présence d'au moins deux phases. Qu'est-ce qu'on a en électrochimie? On a la solution. Hétérogène. Monsieur, Hétérogène. C'est quoi la deuxième phase? C'est quoi la deuxième phase? Les électrodes. C'est les électrodes, c'est le solide. Oui, la phase solide. D'accord, vous avez le liquide et vous avez le solide. Donc, on fait de la cinétique hétérogène. D'accord? Mettez-vous ça dans la tête. Donc, le tracé de la courbe de polarisation est... Donc, vous faites de la cinétique hétérogène. Ce n'est pas facile non plus. La cinétique homogène, c'est beaucoup plus facile que la cinétique hétérogène. Et donc, c'est une opération délicate car on doit éviter les différences de potentiel parasites qui peuvent apparaître en différents points du circuit et notamment au voisinage de l'électrode. Voisinage de l'électrode, c'est-à-dire
la rencontre entre le solide et le liquide. Parce que là, vous allez faire passer un courant, donc les espèces qui sont en contact avec l'électrode vont réagir, et donc vous provoquez une variation de concentration. Et quand vous provoquez une variation de concentration, il y a des phénomènes qui se passent après. Alors, pour tracer, donc on veut, donc je voulais vous expliquer le tracé de la courbe de polarisation. Pour tracer une courbe de polarisation, il faut des électrodes. D'accord? Alors, comme... Monsieur, Oui. monsieur عافاك واخا ترجع لاباج اللي قبل اش بغيتي يا بنتي؟ بغيت غير نسكرينيها. بون سكريني. انا عندك بوليكوب، ما عندكش بوليكوب؟ شي حتى داكشي اللي كنتي كتكتب ما كاينش في البوليكود. Ah, d'accord. Non, ce que j'ai écrit sur le tableau blanc, c'est les explications. Mais ce que vous voyez ici devant vous, il y a des choses qui manquent, il faut les rajouter sur votre support papier. C'est parce que vous avez des carrés ou des rectangles sur lesquels il faut ajouter des notes. Et ça, ils sont sur le PowerPoint. D'accord? Oui, monsieur. D'accord? Et donc, pour tracer une courbe de polarisation, qu'est-ce qu'il nous faut? Je reviens donc pour l'explication. Et donc, je vais à une page blanche. Qu'est-ce qu'il faut tracer? Qu'est-ce qu'il faut pour tracer une courbe de polarisation? Qu'est-ce qu'il me faut comme matériel? Donc, je mets la solution. Elle est là. Monsieur, s'il vous plaît, تقدر ترجع لاباج اللي قبل؟ علاش؟ بغيتي. ديال l'explication. Celle-là? Du PowerPoint ou celle-là? La page du PowerPoint ou la page blanche? La page blanche, monsieur. Celle-là? فيها l'explication. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous voulez la screener encore? On ne va pas faire attendre 100 personnes ou 150 personnes. Bon, il faut être réactif, s'il vous plaît. D'accord? Alors, j'étais en train de dessiner. Donc, je vous rappelle qu'on est toujours en présence de l'oxydant. On fait la réaction oxydant pour fabriquer le réducteur. Voilà. Donc, dans la solution, vous avez O et R et vous avez des électrodes. Donc, pour tracer une courbe de polarisation, on a besoin. Donc, on a l'électrode sur laquelle la réaction va se faire. Voilà. Et l'électrode sur laquelle la réaction va se faire, comment on l'appelle? Électrode platine. Oui, électrode de platine, mais d'une manière générale, l'électrode sur laquelle la réaction va se faire, ça s'appelle électrode de référence. Non, électrode de travail. On note ET. D'accord? D'accord. L'électrode de travail, c'est l'électrode où a lieu la réaction désirée. Voilà. Pardon, il n'y a pas de S. Ça s'appelle l'électrode de travail. Maintenant, l'électrode de travail, c'est l'électrode où a lieu la réaction désirée. Parce que je veux faire la réaction O plus N électrons donne R. D'accord? La réaction désirée, c'est-à-dire O plus N électrons, qui va me donner R. Voilà. Je veux faire la réaction O plus N électrons sur cette électrode-là. Ça s'appelle l'électrode de travail. Maintenant, pour faire passer un courant, combien il faut d'électrodes au moins? 2. Voilà. D'accord? Et donc, pour faire passer un courant, j'ai besoin d'un Générateur. générateur. Très bien. Je vais dessiner un générateur.
D'accord? Et je vais l'appeler un générateur. D'accord? Et je veux relier les électrodes au générateur. Voilà. L'électrode, voilà. Bon. Donc, si j'ai le courant qui passe, je vais essayer de le mettre une flèche. Je ne sais pas si ça va aller. Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, et pour mesurer un potentiel, qu'est-ce qu'il faut? Ampèremètre. Ampèremètre, ouais. Mesurer un potentiel, il me faut un potentiel. Qu'est-ce qu'il faut? Volt. Un voltmètre. Et pour mesurer le courant? Ampère. Ampèremètre. Ampèremètre. D'accord. Alors, en physique, l'ampèremètre, ça se branche comment? En parallèle. Non, en série. En série, en série. En série, très Voltmètre bien. en parallèle. Oui. Pourquoi on le branche en série, l'ampèremètre? Pourquoi on ne le met pas en parallèle? Monsieur, Ah. باش يكون داير فيه نفس الكورون. Oui, mais il peut passer dans les deux sens. Et pourquoi le voltmètre, on ne le met pas en série? Et vous n'avez jamais posé la question. Non, monsieur, je ne sais pas. Vous ne le savez pas. Bon, on termine ça et on termine ça et je reviens sur pourquoi on met le voltmètre et l'ampèremètre en série ou en parallèle. Donc là, mais pour mesurer le potentiel de mon électrode, j'ai besoin de quoi? D'une référence. Oui ou non? Oui, monsieur. On a Oui. toujours dit, pour mesurer une électrode, on le mesure toujours par rapport à une référence. Maintenant, si je prends que deux électrodes, je suis obligé de prendre l'électrode de travail et l'électrode de référence. Mais le problème, c'est que quand je fais passer le courant dans l'électrode de référence, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'électrode de référence? Ah. Si je fais passer du courant dans l'électrode de référence, son potentiel va bouger. Mais d'accord? Une électrode dans laquelle on fait passer un courant, automatiquement son potentiel bouge. Or, quelle est la définition d'une électrode de référence? Je vous écoute. Électrode à potentiel constant. Potentiel soit constant. Et donc, si je fais passer le courant dans l'électrode de référence, son potentiel va bouger, il va changer. Oui, monsieur, oui. Ce n'est pas une référence. Donc, il ne faut pas faire passer du courant dans l'électrode de référence pour que son potentiel reste constant. Alors, pour éviter cet ajustement, on ajoute une troisième électrode dans le montage. Et cette troisième électrode, je la mets ici. Et cette électrode-là, c'est celle-là ma référence. Attendez, je vais vous expliquer. Non, excusez-moi. C'est-à-dire que cette électrode-là ne va pas être une électrode de référence, mais ça va être une électrode, c'est ce qu'on appelle une contre-électrode. C'est-à-dire qu'elle ne va pas jouer le rôle de l'électrode de référence, contre-électrode, qu'on note CE, ou électrode auxiliaire. On la note AUX.
Voilà. Et cette électrode auxiliaire, elle va tout simplement servir à fermer le circuit électrique. Et donc, j'ai besoin de l'électrode de référence. Et l'électrode de référence, je vais la rajouter. Je vais la mettre ici. Et c'est celle-là que je vais l'appeler référence. Et donc, on a dit que il faut mesurer le potentiel de l'électrode par rapport à une référence. Je vais mettre un voltmètre. Comment est-ce que je vais le mettre? Voilà, je vais le rendre plus petit. Je vais le rapetir. Je ne sais pas si ça va marcher. Un voltmètre. Allez, je vais essayer d'écrire un voltmètre. Voilà. Et je vais compléter donc ça ici avec ce branchement. Non. Je vais en relier ça. Et voilà mon électrode de travail. Elle va être reliée à l'électrode de référence. Donc, je peux mesurer le potentiel de l'électrode de travail par rapport à une référence. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me faut pour mesurer mon courant? L'ampèremètre. Un ampèremètre. Un ampèremètre, je vais le mettre, attendez, je vais le mettre dans le circuit, c'est-à-dire le courant. Le courant, quand il circule, il va du générateur, il passe par l'électrode de travail, il va dans la solution et il passe dans l'électrode auxiliaire et il revient au générateur. On est d'accord? Donc, ça, c'est un circuit en série. Et donc, je peux mettre l'ampèremètre ou sur la branche de l'électrode de travail ou sur la branche de la contre-électrode, c'est pareil. C'est du kiff-kiff. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Donc, je le mets, par exemple, ici. Je vais essayer de l'insérer ici. Si ça marche. Voilà. Et je vais essayer d'écrire là-dessus ampèremètre. Ah non, c'est majuscule. Ampèremètre. Voilà. C'est bon? Donc, pour faire des essais électrochimiques ou de la cinétique électrochimique, vous avez besoin de 3 électrodes. Une électrode de travail sur laquelle la réaction électrochimique va se faire. Une contre-électrode qui va tout simplement avoir pour rôle de fermer le circuit électrique. Et le potentiel de l'électrode, vous allez le mesurer par rapport à une référence. Et la référence, est-ce que le courant va passer ici à travers la référence ou pas? Parce qu'elle est reliée à l'électrode à travers le voltmètre. Est-ce qu'il y a un courant qui va passer? Oui, monsieur. Oui. Oui. Oh non. C'est là où je vais vous expliquer pourquoi le voltmètre, on le met toujours en parallèle et pourquoi l'ampèremètre, on le met en série. D'accord? Et je vais vous dire que, attendez, le courant qui passe ici, attendez, je vais mettre parce qu'il y a un courant qui va passer ici. Le I, il va passer par là. Donc, je vais le rajouter. Il va passer ici. Allez, il continue vers l'électrode de travail. Excusez-moi. Et puis, il va traverser et il va venir passer ici. Voilà. Il va passer ici, il va passer dans la contre-électrode. Et il va aller dans le... Et maintenant, le courant ici, dans le voltmètre, je vais mettre ici le courant qui passe ici. Le courant I est égal à 0. Ne passe pas ici. Pourquoi? Alors, pour expliquer ceci, je vais passer en
en physique, en électricité. D'accord? Alors, on va aller sur une page. Bon, admettons que je vais faire dessiner un circuit électrique classique. Qu'est-ce qu'on trouve dans le circuit électrique en électricité? On trouve un générateur. Oh, ça, c'est pas bon, ça. Voilà. Un générateur, voilà. Et puis, allez, je vais plus loin, je trouve une résistance, si vous voulez. Puis après, je vais trouver une capacité. D'accord? Je mets ce que je veux. De l'autre côté. Et je vais aller fermer le circuit. Voilà. Et donc, ici, je mets une résistance, R. Et là, je mets une capacité à un circuit classique. D'accord? Une capacité. Bon, maintenant, je veux mesurer la différence de potentiel. C'est-à-dire, je mets un voltmètre. Admettons que je mets le voltmètre. On a dit que le voltmètre, on le met toujours en Parallèle. parallèle. Je veux mesurer la tension au bord de la résistance. Si je mets le voltmètre ici, attendez, je vais mettre un... Admettons que je mets le voltmètre ici. J'écris là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Je le mets en série. Et je veux imposer une tension. Qu'est-ce qui va se passer? Monsieur, que la différence du potentiel égale à 0. Voilà, zéro. J'ai une tension envoyée par le générateur. Ce qu'il faut se mettre dans la tête, bon, ça vous ne le connaissez pas, c'est qu'un voltmètre, sa caractéristique principale, c'est qu'il a une résistance énorme. C'est ça la caractéristique d'un voltmètre. Et quand vous avez une résistance énorme dans un circuit, qu'est-ce qui se passe? Admettons que la résistance est infinie. Allez, attendez. Un voltmètre, elle a une résistance R. Bon, l'infini, R infini. Si la résistance du voltmètre est infinie, qu'est-ce qui va se passer? Le courant devient nul. Le Courant Le nul. courant devient nul. courant devient nul, c'est parfait. Le courant devient nul, ça veut dire que le courant ne passe pas dans le circuit. Vous avez toujours la loi d'Ohm. Monsieur, Vous avez toujours la loi d'Ohm, U égale R fois I. D'accord? Pardon. Oui, monsieur. U égale. monsieur, كنديروا l'ampèremètre en serré parce que le courant passe dans le cercle. Oui, mais attendez, on termine et on termine avec le voltmètre et on arrive à l'ampèremètre. Donc, vous avez toujours la loi d'Ohm, U égale RI. Et donc, si vous avez une résistance infinie, automatiquement, le courant, il faut que ce soit nul. D'accord? Et donc, Ah, si. c'est pour ça que le voltmètre, on ne le met jamais dans le circuit où le courant passe. On le met toujours en parallèle. Vous avez compris? Oui, monsieur. Et donc, j'efface ça. Je ne sais pas si je peux effacer. Ça ne s'efface pas, mais là, oh, ça ne s'efface pas. Si on a le voltmètre, il ne passe pas le courant. Ah, le voltmètre, il n'y a pas de courant qui passe dans le voltmètre. Et donc, je reviens à la page suivante. Si je mets un voltmètre ici, le courant ne va pas passer dans le voltmètre et donc l'électrode de référence est protégée.
Et tout le courant passe à travers l'électrode de travail. D'accord? Et je reviens à l'ampèremètre, c'est la page suivante. L'ampèremètre, il a une résistance. Donc l'ampèremètre, on le met toujours. Alors maintenant, ça c'est du faux. Hein, donc ça, je ne sais pas comment faire pour barrer ça. Ça, c'est faux. D'accord? Parce qu'un voltmètre, on le met toujours. Je reprends mon schéma. Pardon. Une résistance. Bon, le schéma n'est pas bon, mais ça permet de comprendre. Une capacité. Bon. Voilà. Une résistance. Une capacité. Et ça, bien, il faut bien le dire, c'est, on n'a pas noté tout à l'heure, c'est le générateur. Voilà. Donc, un ampèremètre, on le place toujours en série. Je mets un ampère. Et un voltmètre, on le place toujours. Et moi. Voilà. Et je mets mon cercle ici. Je vais effacer ça. Voilà. Et je vais mettre mon voltmètre ici. Et donc, si le générateur, je veux faire passer un courant, ici. Pardon. Donc, le courant va passer à travers la résistance. Ça, ce n'est pas un générateur, c'est la capacité. Excusez-moi ça. C'est n'importe quoi. Oh, je vais effacer, mais je ne sais pas si ça va s'effacer. Bon, il faut corriger ça. Ça, c'est une capacité, ça. Ouais. D'accord? Ça, c'est une capacité. Et donc, si je veux faire passer un courant, le courant, il va passer, il traverse ici, et il va rencontrer un voltmètre ici. Donc, il va continuer son chemin, il revient par là, il passe par là, et il passe par l'ampèremètre pour mesurer le courant. Et la différence entre voltmètre et ampèremètre, c'est que l'ampèremètre a une résistance nulle. Un ampèremètre, il a toujours la résistance égale 0. Un voltmètre, pardon, on a déplacé le voltmètre ici. Je me mets ici. R égale l'infini parce que je n'ai pas le symbole infini. D'accord? Et donc, si je reviens, c'est compris? Oui, monsieur. Et donc, la résistance de l'ampèremètre, pourquoi elle est nulle? C'est pour qu'elle ne vienne pas modifier la résistance qui est ici. D'accord? Parce que s'il a une résistance, il va perturber le circuit. Et c'est pour ça que l'ampèremètre, il a toujours une résistance nulle et on le met toujours en série. Et le voltmètre, sa résistance est infinie et on le met toujours en parallèle pour mesurer un potentiel. Et donc ici, je reviens à mon schéma des électrodes. Donc, je mets un voltmètre entre l'électrode de travail et l'électrode de référence pour empêcher le courant de passer dans l'électrode de référence. Comme ça, sa tension, elle est stable tout le temps. Et l'ampèremètre, je le mets sur la branche d'électrode auxiliaire ou bien sur la branche de l'électrode de travail, c'est la même chose.
Et comme il a une résistance nulle, donc il ne va pas changer la résistance du circuit électrique dans lequel le courant circule. D'accord? Je reviens au PowerPoint. Le tracé des cours de polarisation est une opération délicate, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Le schéma de principe est celui représenté ci-dessous, on va revenir là-dessus. Une différence de potentiel est établie entre l'électrode étudiée, dite électrode de travail, ou bien working en anglais, donc retenez l'électrode de travail, et une contre-électrode, ou auxiliaire, c'est ce que j'ai expliqué sur le schéma, disposée de façon à ce que la densité de courant sur l'électrode de travail soit aussi uniforme que possible. Et puis, la tension de l'électrode de travail est mesurée par rapport à une électrode de référence. C'est ce que j'ai expliqué sur le schéma. Et voilà un peu le circuit électrique à peu près de manière... Vous avez un générateur. Vous avez l'électrode de travail qui vient ici. Elle est schématisée ET. La solution, c'est le bécher qui est ici. Et vous avez la contre-électrode qui est de l'autre côté. D'accord? Et vous avez l'électrode de référence qui est ici, et un potentiel est mesuré ici avec un voltmètre. Et le courant est mesuré ici avec un ampèremètre. C'est bon? Oui, monsieur. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Comme ça, vous digérez un peu ce qu'on a dit. Oui. Pour la détermination du potentiel de l'électrode à travail, l'électrode auxiliaire n'entre pas dans le calcul, non? L'électrode auxiliaire, quoi? N'entre pas dans le calcul. Ah, l'électrode auxiliaire, on s'en fout, parce qu'on ne mesure pas son potentiel. On ne mesure que le potentiel de l'électrode de travail. Peu importe ce qui se passe sur la contre-électrode, on s'en fout. Il y a une réaction électrochimique qui se fait sur la contre-électrode, mais ça ne gêne pas ce qui se passe sur l'électrode de travail. D'accord? Oui? Il y a des exemples des électrodes de travail ou des contre-électrodes. Une électrode de platine, c'est une électrode de travail. Une électrode de platine peut être utilisée comme contre-électrode. Une électrode de fer peut être utilisée comme électrode de travail. L'électrode de fer peut être utilisée comme contre-électrode. Il y a plusieurs types. L'électrode de cuivre, l'électrode d'aluminium, tout ce que vous voulez. L'électrode d'or. Il y a plein d'électrodes comme ça. L'électrode, c'est un support métallique. D'accord? Ou pour le contre-électrode? La contre-électrode, il faut mettre une électrode qui ne s'oxyde pas, qui résiste à la solution et qui transporte le courant. Peu importe. Il faut qu'elle soit une électrode, ce qu'on appelle une électrode qui ne s'attaque pas, qui ne réagit pas, qui dans le métal ne s'oxyde pas, qui résiste à la solution. Vous allez faire des TP, Inch'Allah, et vous allez comprendre ce que c'est contre-électrode et vous allez avoir des TP cette année, Inch'Allah. Inch'Allah, monsieur. Inch'Allah, bihawillah. Inch'Allah. D'accord? Bon, digérez ça. Si vous avez des questions, préparez-les pour la séance prochaine. Je suis prêt pour répondre et on enchaîne sur le cours. D'accord? Merci pour vos efforts, monsieur. Allez. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Merci, Bonne monsieur. journée, les jeunes. Bonne journée, les jeunes. Oui. Des questions, monsieur. Monsieur, كل هذاك الإيطا monsieur. Oui. Monsieur, هذاك surtension devient la surtension état. Attendez, je reviens. هذاك diapo الأول. Diapo le PowerPoint. Ah oui. لا non. فسميتو في التخراج هذاك Ah, le tableau blanc. في الشرح. Attendez. هذا monsieur. هذاك اللي à droite. Voilà, donc j'ai dit que la polarisation, c'est E moins EI égale 0. C'est pi. Et la surtension, état, c'est E moins ETH. La différence, c'est au niveau de EI égale 0. E égale 0 ou bien ETH. Parce que ETH, c'est aussi un EI égale 0. Mais à condition que l'oxydant et le réducteur soient dans la solution.
D'accord, monsieur. يعني monsieur E égale au thermodynamique. Quand E est Le égal, cas الأول ولا الكا الثاني؟ quand E égale 0 égale au thermodynamique, c'est la surtension. Dans ce moment, la polarisation s'appelle la surtension. Mais quand E égale 0 est différent de E thermodynamique, la polarisation s'appelle polarisation. D'accord? C'est polarisation. Ouais. D'accord. C'est bon? Allez, au revoir mes garçons et mes filles. Bonne journée, monsieur. Bonne journée.